Bon, bienvenue sur le stand de l'Académie d'Agriculture de France, enfin le stand de l'Académie d'Agriculture de France, pas vraiment, le stand sur lequel l'Académie d'Agriculture de France est accueillie, donc le stand AgroParisTech. C'est une nouvelle édition commune du Salon de l'Agriculture avec notre partenaire AgroParisTech. Donc vous voyez, le stand cette année est plutôt designé avec le grand A de AgroParisTech, et donc l'Académie, nous accueillons sur, venez voir, nous sommes ici, donc voilà, nous sommes là pour vous accueillir, pour vous renseigner sur l'Académie, pour vous dire ce qu'on fait, pour vous dire qui on est, sur quoi on travaille. Et à partir de ce stand, nos académiciens vont essaimer dans d'autres stands partenaires où ils iront faire soit des interventions, soit des conférences, soit, comme tout à l'heure, ça sera le cas, présenter nos prix et nos médailles sur le stand du ministère de l'Agriculture. Donc voilà, vous êtes les bienvenus à l'Académie sur le stand d'AgroParisTech, D070 Hall 4. Écoutez, depuis 2017, l'Académie d'Agriculture a été à l'écoute de tout public sur le salon. C'était pour nous une innovation d'être présent avec tous les membres qui le souhaitaient. C'est ainsi qu'ils ont fait des conférences, c'est ainsi qu'ils ont participé à des tables rondes, c'est ainsi que cette année, on a renouvelé cet exercice. Très content que ce salon dit des retrouvailles soit en fait un salon partenarial avec d'abord AgroParisTech, c'est avec eux que nous sommes présents depuis 2017, mais aussi présents sur le stand de l'INRAE, où nous étions déjà en 2017, et sur le climat d'ailleurs. Et cette année on renouvelle, mais plutôt avec les jeunes pousses, comme on dit, les jeunes chercheurs, comment eux aussi vont apporter à l'innovation, puisqu'on sait qu'on doit à la fois connaître la transition climatique, la transition écologique, la transition des modes de production, et c'est vraiment des moments importants où ce travail doit être réalisé en partenariat. C'est pour ça que nous sommes à la fois sur le stand Agri-Demain, à la fois avec ACTA, à la fois avec les communicants de CIRPA, avec bien sûr l'INRAE, puisque c'est l'endroit où la recherche est importante et que là naît l'innovation avec tous ces jeunes chercheurs, tous ces jeunes étudiants. Et nous sommes très heureux de vous accueillir pour une nouvelle année du salon, vraiment salon partenarial. Merci à vous. Bienvenue aux jeunes chercheurs qui ont été reconnus pour la qualité de leurs travaux par l'Académie et la Fondation Dufresnoy, qui leur a attribué médaille d'argent pour leur thèse, qu'ils vous présenteront tout à l'heure. L'Académie d'Agriculture est une vieille dame. Elle a été créée en 1761 et elle subsiste. Elle a accueilli des académiciens absolument prestigieux, Lavoisier, Pasteur, plus récemment des noms illustres également, Jean Jouzel par exemple, membre de la Commission internationale pour l'étude du climat, qui nous éclaire sur les vrais enjeux de l'agriculture et de la gestion des ressources naturelles et des forêts. Et donc l'Académie d'Agriculture, c'est une
instance indépendante. Elle a l'honneur d'être sous la protection, comme toutes les académies, du président de la République. Et elle accueille, par principe, le ministre de l'Agriculture comme son président d'honneur. Peut-être nous le verrons tout à l'heure, passer sur notre stand, mais je comprends qu'aujourd'hui il est particulièrement occupé. L'Académie se veut une zone de référence pour éclairer les questions de société en mobilisant ses membres, qui sont pour partie des chercheurs, des savants, des professionnels chevronnés, et pour partie des praticiens de l'agriculture. Parce qu'il nous paraît tout à fait essentiel que toutes les connaissances soient étalonnées aussi par leur dimension sociale et leur dimension économique. Je n'en dirai pas plus, sauf à vous inviter à vous rendre sur le site de l'Académie d'agriculture de France, qui est Académie d'agriculture de France.fr, sur la chaîne YouTube, où vous trouverez la plupart des événements publics organisés par l'Académie, et sur les publications qui sont faites par l'École des Mines, par CAE, par d'autres, qui reprennent les travaux de nos groupes de travail et de certains de nos académiciens. Je repasse la parole à Anne-Marie pour la présentation des doctorants. Merci beaucoup, Président. Oui, simplement, je voulais un petit peu faire la présentation de l'organisation de cette sélection et cette mise en place de cette mission transgénérationnelle, c'est-à-dire que à la fois on valorise les travaux de nos jeunes scientifiques, mais à la fois c'est une énorme source de connaissances qui vient évidemment enrichir nos académiciens. Alors ces thèses sont effectivement analysées par des membres de l'Académie, elles sont mises sur le site, elles sont valorisées par la mise sur le site, et ensuite elles sont même reprises par ce qu'on appelle notre mensuel, le journal informatique qui part dans 80 000 adresses. Donc c'est une très grosse valorisation de leurs travaux. Et donc le Graal pour certains d'entre eux, c'est-à-dire 10 personnes, 10 doctorants, 10 docteurs par an, une médaille d'argent du Fresnoy par section est attribuée à ces jeunes docteurs. Donc là, nous avons effectivement sélectionné 2 personnes qui vont vous présenter leurs travaux en quelques minutes. Alors je vais d'abord passer la parole à Souil Archaoui, qui nous a fait un travail sur la modélisation des transitions d'agriculture, énergie, azote et capacité nourricière de la France dans la longue durée de 1882 à 2016 et les prémices pour une généralisation à quoi? À l'échelle mondiale. Merci beaucoup. Je suis très heureux de présenter mes travaux de thèse que j'ai fait sous la direction de Petros Chazampiros à l'université Paris Diderot. Je remercie chaleureusement le professeur Jean-Léo Rastoin de l'Académie d'agriculture de France d'avoir analysé ma thèse, et je remercie l'Académie d'agriculture pour ses encouragements et sa récompense. Donc, excusez-moi, l'agriculture a pour objectif de nourrir la population humaine. Nous sommes plus de 7,8 milliards d'êtres humains, mais également des animaux d'élevage, pour l'équivalent de 15 milliards d'êtres humains, qui participent à la sécurité alimentaire. L'agriculture doit également, comme toute activité humaine, réduire son impact environnemental, mais il est également attendu que l'agriculture participe à la transition énergétique en produisant de la biomasse qui va substituer aux énergies fossiles. Mais, contrairement au passé, l'expansion de la surface agricole n'est plus une option. En effet, il faut que l'agriculture produise de la biomasse pour répondre à la demande alimentaire humaine, demande alimentaire des animaux d'élevage, et également produire des biocarburants. Mais si on empiète si on augmente ces surfaces, qu'on empiète sur d'autres écosystèmes, on mettra davantage en danger la biodiversité et on va transgresser les limites planétaires. Donc ce que nous avons essayé de faire, je ne sais pas comment, c'est d'essayer de concilier 3 défis pour l'agriculture: nourrir la population, réduire l'impact environnemental et participer à la transition énergétique. La première originalité de notre thèse, c'est d'avoir essayé de coupler des approches agronomiques et énergétiques pour caractériser les transitions. Et deuxième originalité, c'est d'avoir essayé de regarder cette transition sur la perspective de longue durée en analysant le système France à l'échelle de toutes les fermes françaises. Donc, 4 graphiques que je vais présenter en axe des abscisses. Vous voyez ici
le temps, entre 1882 jusqu'à 2016, et en axe désordonné, un exemple de reconstitution à partir des statistiques annuelles et des données d'archives. On voit la surface agricole exprimée en millions d'hectares, et on voit la baisse de 27% entre 1882 à aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant également avec la perspective de longue durée, c'est qu'on voit aussi la variabilité des types de surfaces. Par exemple, la surface des prairies qui ont atteint un pic dans le début des années 70. Par ailleurs, sur le figure de droite, vous voyez les effectifs, les moyens. Je me suis permis, juste pour comparaison, de mettre en vert les agriculteurs qui avaient atteint un nombre très important, plus de 9 millions d'agriculteurs et d'agricultrices à la sortie de la Première Guerre mondiale. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez en bas du graphique, vous voyez les animaux de traction, les chevaux par exemple. Et à partir des années 50, donc avant la Seconde Guerre mondiale, on avait presque 3 millions de chevaux de trait qui participaient au travail agricole. Et entre 1950 à 1970, en très peu d'années, on voit une substitution qui apparaît, où les effectifs d'animaux de trait disparaissent et laissent place aux grandes machines agricoles, qui sont moins importantes en nombre, mais beaucoup plus importantes par unité, chacune représentant plusieurs chevaux vapeur. Et donc c'est l'avènement du machinisme agricole. Je regarde maintenant la partie azotée, donc la fertilisation des engrais. De la même manière, ici, en axe désordonné, vous avez des millions de tonnes d'engrais. Mais ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est qu'en bas, vous voyez, entre 1882 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, un système qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de circulaire, donc qui fonctionnait à partir de fixation biologique d'azote, donc à partir des luzères, des légumineuses, et à partir de 1913, on va avoir le procédé Haber-Bosch qui va apparaître. Je n'arrive pas à faire fonctionner les... Excusez-moi, je reviens. Donc, à partir de 1913, on va avoir le procédé Haber-Bosch qui va permettre de produire des engrais industriels à partir d'énergie fossile. Et c'est seulement à la sortie de la Seconde Guerre mondiale que la France va, comme d'autres pays de l'OCDE, vont déléguer cette production d'engrais aux industries agrochimiques. Et on va multiplier par 6 la quantité de fertilisants pour le système agricole. Ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est qu'aujourd'hui, le système agricole est très productif, mais très dépendant des engrais industriels et également d'importation d'azote sous la forme d'alimentation du bétail, par exemple tout auto de soja du Brésil. Ici, mon dernier graphique, donc vous voyez ici la transition agricole et la transition énergétique du système agricole. En axe désordonné, ce sont des pétajoules, hein, c'est des unités d'énergie, on aurait pu le montrer en calories. Et vous voyez, si on regarde la partie haute de cette figure, d'abord le surplus agricole des fermes à l'échelle de la France, qui est comparé à la ligne rouge, qui est la consommation nationale. Pour ordre de grandeur, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, nous étions 35 millions d'habitants en France, aujourd'hui nous sommes 67 millions d'habitants, et vous remarquerez que le système agricole passe d'un régime autosuffisant, entre 1882 jusqu'à aujourd'hui, même des périodes de carence à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, d'après nos estimations, et à partir de la Seconde Guerre mondiale, la France va augmenter sa production agricole, dépasser la consommation nationale, ce qui va permettre à l'agriculture en France de devenir un grand exportateur de céréales et également d'utiliser une partie de sa biomasse pour faire des biocarburants. Mais ce qui est intéressant également, c'est de regarder en bas de cette figure le type d'énergie utilisée par le système agricole. Donc la partie un peu vert clair, ici, c'est l'alimentation du bétail, l'alimentation des animaux de trait. Une grande partie de la production agricole était réinvestie sous forme d'énergie dans le système agricole. Et bien entendu, vous voyez qu'à partir des années 50, cette alimentation des animaux de trait va disparaître et va laisser place à la ligne en pointillé en bleu clair, qui est l'énergie fossile consommée par le système agricole. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit bien aujourd'hui une compétition entre surplus agricole et dépendance énergétique. Donc j'espère vous avoir convaincu à travers cet exemple de la thèse que le système énergétique est très important pour estimer la capacité nourricière d'un système agricole et qu'il y a un lien entre utilisation, par exemple, d'efficacité d'azote et bilan énergétique de l'agriculture. En effet, chaque fois qu'on va économiser une tonne d'engrais, on va économiser également l'équivalent de 42 gigajoules qui va permettre d'améliorer le bilan énergétique de l'agriculture. Donc pour terminer, les perspectives de transition énergétique devraient mieux tenir en compte le bilan énergétique de l'agriculture. Et depuis 1 an et demi, je rejoins l'INRAE, où j'essaie de concilier ces approches macroscopiques avec des approches plus proches du territoire en travaillant avec les agriculteurs. Je vous remercie pour votre attention. Merci Souil, c'était très clair, très intéressant de voir pour
auditeurs le choc qui, dans les années 80, a marqué l'arrivée massive des engrais de synthèse. Et c'est l'actualité de la fertilisation aujourd'hui. Jusqu'à cette période, l'alimentation des plantes était, je parle sous votre contrôle, Souil, l'alimentation des plantes était liée aux déjections animales, à la reconstitution du stock dans les sols et à l'utilisation par les microbes du sol de l'azote de l'atmosphère. L'azote étant le principal composant de l'atmosphère. Et l'industrie n'utilise aussi que l'azote de l'atmosphère, mais il lui faut du pétrole pour transformer cet azote de l'atmosphère en engrais, en ammonitrate. Et donc on a aujourd'hui là les données des enjeux de la transition climatique et la transition énergétique. Si nous voulons une agriculture efficace, qui produit de quoi nourrir, comme le souligne dans son introduction Souil, et que l'on veut en même temps réduire l'incidence énergétique de la fabrication des engrais, il faut absolument que nous répondions à deux problèmes. Deux problèmes. Le premier, c'est comment on augmente l'efficacité de la fixation de l'azote par les bactéries du sol. Et là, on a deux solutions. Soit on utilise des plantes qui peuvent fixer l'azote, c'est-à-dire des légumineuses, le pois et d'autres plantes du même genre, soit on introduit des cultures légumineuses qui fixent l'azote de l'atmosphère et le relibèrent quand elles ont fini leur cycle, en association avec les cultures de vente, les céréales, pour faire notre pain. Et vous voyez, c'est une petite révolution qui est en train de se produire, parce qu'on va devoir trouver des bonnes réponses. La première chose, faire en sorte que les plantes utilisent mieux l'azote, ça veut peut-être dire qu'on va admettre que la génétique va nous aider à trouver des plantes du blé pour faire de la farine, qui va fixer lui-même l'azote de l'atmosphère. Et s'il ne peut pas le faire, ou si on ne peut pas, ou si on s'interdit toutes les opérations d'amélioration génétique, eh bien il faudra que ce soit effectivement des associations de plantes. Donc peut-être, on a des machines, on a la machinerie, on a aujourd'hui les nouvelles technologies. Donc on peut récolter un champ de blé et de toutes petites graines avec la même machine. Il faudra qu'on trie derrière. Mais ce n'est pas impossible. Le numérique nous permet d'envisager des solutions qui jusqu'à présent n'étaient pas possibles. On n'envisageait pas de pouvoir récolter des graines de différentes tailles, et ni de gérer des calendriers de culture pour que ce soit mûr à peu près en même temps, pour ne pas dépenser plus d'énergie. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des questions parmi nos auditeurs de cette table ronde sur cette problématique que Souil vient de présenter? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Vous pourrez venir discuter avec nous après que nous ayons passé la parole à notre deuxième. Là, je laisse la main. Voilà. On va changer effectivement de sujet avec Aurore Benlanger qui va nous parler de l'histoire évolutive de l'arbre fruitier, elle va le dire, d'Achriones et de lys, implication pour sa conservation et sa gestion durable. Et là aussi, on va être en gestion durable. Donc, un sujet tout à fait différent, mais qui montre l'ouverture de l'Académie sur tous les sujets qu'elle sélectionne. Allez, à vous. Merci pour cette présentation. Donc effectivement, je vais vous présenter un sujet qui a de l'intérêt à midi, parce que je vais vous parler d'un arbre fruitier et donc de nourriture, d'une certaine manière en lien avec l'agriculture. Ma thèse, je l'ai réalisée à l'Université de Montpellier sous la direction de Stéphanie Carrière et Jérôme Duminil, et l'Académie d'agriculture a produit un travail extrêmement complet à partir de ma thèse, grâce à la participation d'André Charrier et François Lévesque. Et je vais donc vous présenter mon travail. Je vous ai apporté ce dont il sera question aujourd'hui. Ceci est un safou, et moi je vais vous parler de safoutier. Le safoutier, c'est un arbre que vous voyez ici à la droite de l'écran. C'est un arbre originaire d'Afrique centrale. Vous en connaissez sans doute assez peu. Vous connaissez peut-être les palmiers à huile qui se sont répandus à travers la planète, en particulier en Asie du Sud-Est. Le safoutier, c'est un autre arbre extrêmement commun dans le bassin du Congo. Donc ces fruits sont à la fois utilisés pour l'alimentation, mais on a aussi d'autres usages médicinaux
que ce soit les racines, les écorces ou les feuilles du safoutier qui vont être utilisées dans les pharmacopées locales. Et puis de plus en plus, les safoutiers sont vendus sur les marchés et donc ont un rôle économique au niveau des revenus des ménages. Comme vous pouvez le voir, on a des safous, des fruits qui sont assez différents. En général, les fruits sont foncés. Ici, vous avez un safou violet qui est mûr. Vous avez d'autres exemples sur les diapositives qui vont être plutôt dans les tons bleus. Les variétés peuvent avoir des tailles très différentes, mais également des formes et des couleurs de pull. Donc les gens vont avoir un certain nombre de variétés identifiées avec des noms locaux. Je me suis intéressée à cet arbre pour savoir de quelle manière les pratiques de gestion des cultivateurs influençaient la diversité, aussi bien au niveau de la morphologie qu'au niveau de la diversité génétique. Et pour ce faire, j'ai utilisé une approche qui combinait à la fois de l'ethnoécologie, donc il s'agissait de replacer l'espèce dans son écosystème en s'intéressant aux connaissances et aux pratiques locales autour du safoutier et des safous. Et puis d'autre part, en utilisant une approche de génétique, donc la génétique qui va s'intéresser aux variants génétiques, donc aussi bien la variation entre différentes populations, pour connaître ensuite les niveaux de diversité. Est-ce qu'on a des populations qui sont plus ou moins diverses que d'autres, et est-ce que cette diversité est répartie de manière homogène ou hétérogène au sein d'un territoire? J'attends que ça revienne en arrière. Pour travailler, je me suis rendue au Cameroun. Donc, vous le voyez, c'est dans le bassin du Congo, un pays qui s'étend avec des forêts tropicales au sud du pays et puis une zone plutôt sahélienne au nord où il n'y a pas de safoutier, le safoutier étant restreint à la zone méridionale. Les safoutiers sont aussi bien plantés dans la zone rurale, ce qui est assez commun, donc dans des agroforêts avec du cacao et du café, mais aussi ils sont présents en zone urbaine, donc dans les villes, même les plus grandes villes du Cameroun, vous allez avoir de nombreux arbres fruitiers, dont des safoutiers. Ils sont commercialisés à partir de zones de production dans des zones rurales. Ils vont être ensuite apportés dans les villes principales pour être consommés. Et donc mon travail s'est placé le long de la chaîne d'approvisionnement entre des zones rurales de production et des zones urbaines de commercialisation. Et pour ce faire, j'ai travaillé avec des étudiants de l'université de Tchang, une université camerounaise, et on est allé rencontrer des cultivateurs aussi bien à Yaoundé que dans des zones rurales pour leur demander de quelle manière ils plantaient leurs safoutiers, de quelle manière ils sélectionnaient les graines qu'ils utilisaient pour la plantation. Et à partir de ce travail d'enquête, il y a un certain nombre de résultats qui ont pu être trouvés. Alors, pour ce qui est de la diversité génétique, on s'est rendu compte que des groupes génétiques distincts étaient présents en zone rurale. Donc on a des signatures génétiques propres aux différents sites ruraux échantillonnés, ce qui n'est pas le cas dans les sites urbains et périurbains. On s'est rendu compte au niveau des flux de gènes, donc des graines que les agriculteurs utilisaient pour la plantation en zone urbaine étaient principalement issues des marchés et des villages d'origine des différentes personnes installées en zone urbaine qui vont, à la période des grandes vacances, aller chercher un certain nombre de graines dans leur village, les apporter à la ville. Et la ville qui est à la fois un melting pot culturel, donc on va avoir des gens de tout le Cameroun qui sont installés dans la capitale, va se retrouver être aussi un melting pot génétique, donc avec des arbres qui vont eux-mêmes avoir des origines très variées. Et donc ce qui se produit comme cette diversité d'origine est maximale en milieu urbain, c'est que la diversité génétique elle-même est plus importante dans ces zones urbaines et périurbaines que dans des zones rurales où les cultivateurs vont plutôt avoir des graines issues du village par échange avec leur famille, avec leurs voisins proches, mais avec donc une distance moindre parcourue par les graines entre le lieu dont elles sont issues et le lieu où elles sont plantées. Et ce que ça permet de mettre en avant, c'est donc un rôle important des zones urbaines dans la conservation, enfin comme des lieux potentiels d'intérêt pour la conservation des ressources génétiques, ce qui n'est pas un résultat évident au premier abord. Et puis,
de manière plus générale, pour ce qui est des agricultures dans les pays tropicaux, on voit que ce qui est important, c'est d'avoir des paysages hétérogènes, des usages hétérogènes, et donc une diversité qui est maximisée par rapport à des systèmes moins complexes qu'on peut retrouver dans nos agricultures autour de chez nous. Mais même les agricultures de chez nous peuvent suivre des trajectoires différentes, et donc c'est intéressant d'éclairer nos agricultures avec des agricultures familiales de pays du Sud. Merci beaucoup, Aurore. J'aurais plein de questions à vous poser. Oui, bravo. Moi, la première question, c'est ça a quel goût le sapoutier, le sapou? Alors, merci de me la poser parce que c'est absolument indescriptible. Ah. Donc, pour ce qui est de la texture, c'est un fruit qui n'est pas sucré. Donc déjà, il faut écarter la dimension sucrée du fruit. Vous pouvez penser à l'avocat pour la texture oléagineuse. Oui. Pour ce qui est du goût, ça se rapprocherait plutôt d'un topinambour, d'une noisette ou d'un artichaut, mais le fruit est acide. Donc mettez là-dessus du citron. D'accord. Pour réussir à l'imaginer. Il vaut mieux le cuire ou le manger cru? Il vaut mieux le cuire. Il vaut mieux le cuire. Donc il y a toute une gastronomie camerounaise sur le sapou. Exactement. Bon. Et alors moi je trouve très intéressant votre dernière remarque sur la relation ville-campagne. Parce qu'on parle beaucoup de l'agriculture urbaine aujourd'hui. Moi j'ai des amis en Ukraine par exemple qui, avant les événements dramatiques actuellement là, étaient en train de concevoir des sortes de bulles à mettre sur les toits des immeubles pour y cultiver des légumes et des fruits. Et donc vous me dites là, au Cameroun, ce sont les villes qui finalement contribuent le plus à la préservation de la diversité génétique de ces fruits. C'est vrai ça? Pour ces fruits-là qui sont donc originaires du Cameroun, dans la mesure où les gens ont l'habitude d'avoir des sapoutiers chez eux, à partir du moment où ils ont un terrain à côté de leur maison, ils vont planter un sapoutier. Et le fait que cette pratique soit répandue pour des gens qui viennent de tout le Cameroun fait que la ville est un foyer de concentration de toutes ces origines diversifiées. C'est tout à fait intéressant, parce que rêvons, nous ne sommes pas dans l'évolution tropicale, en tout cas pas pour le moment avec le changement climatique, mais pourquoi on n'aurait pas chez nous des arbres fruitiers dans nos rues? Qu'est-ce qui empêcherait d'avoir des poiriers, des cerisiers? Exactement, et en fait, si on fait des études de ce type pour regarder la diversité génétique des arbres en milieu urbain tempéré, on voit qu'en général, ce sont des clones, et donc qui sont beaucoup plus susceptibles aussi aux pathogènes, et ça pose des questions à la fois. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des paysages urbains qui seraient comestibles? Il y a des associations et des porteurs qui proposent ce genre de projet, parce que ce serait intéressant aussi pour les humains autour. Et puis d'avoir des variétés qui soient adaptées, qui soient diversifiées et donc qui soient plus résilientes. Oui, ça serait intéressant. C'est une belle piste aussi pour l'agriculture urbaine. Merci de nous avoir fait rêver à des possibilités d'adapter. Je me tourne vers M. Clergy du ministère de l'Agriculture. C'est un bon thème, ça, sur l'agriculture urbaine, sur la manière d'inventer quelque chose qui rétablirait une relation avec les fruits, avec des plantes qui mettent plusieurs années à pousser, qui suscitent l'intérêt des habitants qui pourraient en prendre possession. Je comprends que le Camerounais qui a la chance d'avoir un petit terrain à côté de sa petite maison, entretient ses sapoutiers. Et ben voilà, il faut qu'on s'en serve d'exemple. Ça, c'est un bon outil de coopération. Merci Aurore. Merci. Dans l'assistante, avons-nous quelques questions? On peut avoir des rencontres évidemment de la présentation. Simplement, donc, une petite conclusion très rapide pour montrer la variété des choses que l'on a à traiter à l'Académie. Et si on a la curiosité d'aller sur le site de l'Académie, vous verrez que depuis une petite dizaine d'années, il y a 250, près de 300 maintenant, analyses de thèse qui sont à disposition de manière bien sûr gratuite et à disposition à la fois des gens qui consultent et à la fois du personnel de l'Académie. Donc grand merci à vous deux et bravo.
Secrétaire perpétuel de l'Académie d'agriculture de France. Alors pour moi, la gourmandise, je veux dire que l'homme d'abord a été un cueilleur. Le cueilleur, c'est d'abord cueillir le blé, faire la farine, la pâtisserie. Et bien sûr, comme j'aime la pâtisserie, j'aime y mettre aussi du miel dessus, que ce soit sucré. Donc voilà, pour moi, la pâtisserie, c'est d'abord la quintessence de la gourmandise. Et je suis gourmand, même si ça ne se voit pas, je n'ai pas la brioche.